Bonjour et bienvenue dans ce cours d'électrophysiologie. Dans cette partie, on traitera ensemble l'électrocardiogramme et comment les phénomènes électriques se produisent à l'intérieur du cœur pour enregistrer ce électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, en fait, c'est un examen qui montre et enregistre l'activité électrique du cœur pendant un certain temps. Elle vérifie bien sûr la vitesse à laquelle le cœur bat, c'est-à-dire la fréquence cardiaque. Si le cœur bat normalement ou non, qui est le rythme cardiaque. Et bien sûr, elle peut également vérifier l'efficacité du muscle cardiaque. Alors, ce qui nous intéresse du point de vue biophysique dans l'électrocardiogramme, c'est comment l'activité électrique est mesurée à l'aide de ces électrocardiogrammes et comment la propagation de ces signaux électriques à l'intérieur du cœur se font. Pour comprendre comment un électrocardiogramme est enregistré, on commence tout d'abord à comprendre et à expliquer au niveau de la cellule cardiaque comment ce signal électrique se forme. Après, on verra ensemble au niveau de tissu cardiaque comment ce signal se forme et après l'activité électrique du cœur entier qui va nous donner ce qu'on appelle un ECG qui est un électrocardiogramme. Alors les cellules cardiaques en fait ce sont des cellules musculaires striées myocardiques et ils forment ce qu'on appelle le tissu myocardique. Et généralement ces cellules présentent la caractéristique essentielle de se contracter spontanément. Elles se contractent spontanément de façon rythmique et en l'absence de commande nerveuse. C'est-à-dire ce sont des cellules qui reçoivent en fait la commande du pacemaker qui est le nœud sinusal. Pas comme les cellules nerveuses qui reçoivent la commande de cerveau. Les cellules cardiaques en fait ce sont des cellules qui reçoivent la commande du cœur lui-même. Donc si on considère qu'une cellule cardiaque il a une forme d'un rectangle et si jamais on met deux électrodes, un à l'intérieur et un autre à l'extérieur, généralement on mesure une différence de potentiel au repos autour de moins 90 millivolts. C'est-à-dire que la cellule à l'intérieur elle est chargée négativement et à l'extérieur elle est chargée positivement. Et si on mesure un potentiel d'action de ce qui se passe à l'intérieur de la cellule cardiaque durant ce qu'on appelle une contraction de la cellule, donc on va enregistrer en fait différentes phases. La première phase, on l'appelle dépolarisation. La phase 1, on l'appelle repolarisation rapide. La phase 2, c'est la repolarisation lente. La phase 3, c'est repolarisation terminale. Et la phase 4, c'est le retour à la normale, c'est le retour du potentiel de repos. Alors, une fois la cellule cardiaque en fait reçoit cette commande de, de pacemaker, qui est le nœud sinusal, en fait, ce stimulus il va faire en sorte que des canaux de sodium qui va s'ouvrir et on aura en fait des ions Na+ qui vont rentrer à l'intérieur de la cellule. Cette rentrée de ces cations vont faire en sorte que la différence de potentiel augmente. Hein, ça veut dire devient moins négatif à l'intérieur de la cellule jusqu'à une valeur autour de moins 70 millivolts qui est en fait qu'on appelle le seuil potentiel. C'est un seuil potentiel. Et ce seuil potentiel, c'est en fait, il va faire en sorte que des canaux, une fois on atteint ce seuil, on a en fait des canaux qu'on appelle des canaux sodiques voltage dépendants qui vont s'ouvrir. Et cette ouverture-là, il va permettre en fait de plus d'ions de sodium qui vont rentrer à l'intérieur de la cellule.
Et cette rentrée massive de Na+, va former ce qu'on appelle une inversion de polarisation. C'est-à-dire la cellule a été polarisée, il va être dépolarisé pour arriver jusqu'à une valeur de plus 20, hein, plus 20 millivolts. Une fois après, la cellule aura une différence de potentiel plus 20, ben, généralement la cellule va revenir à l'état où il a été. Donc elle va procéder de la sorte. Premièrement, on a des canaux de potassium qui vont s'ouvrir et qui vont pousser les ions de potassium à l'extérieur. Et en même temps, on aura en fait des canaux de calcium qui vont s'ouvrir et il y aura une sorte d'équilibre entre les sorties d'ions de potassium et la rentrée des ions de calcium. Ils vont faire un équilibre et on aura ce qu'on appelle une repolarisation lente. Et durant cette période qu'on appelle repolarisation lente, c'est la période où la contraction musculaire se fait. Après cette période ou cette phase de repolarisation lente, on aura en fait les canaux de calcium se ferment et les canaux de potassium continuent en fait à rester ouverts pour permettre à la cellule de faire la repolarisation terminale pour aller vers la valeur de différence de potentiel du repos. Alors bien sûr, à l'intérieur de la cellule cardiaque, il y a toujours un excès de sodium, un excès de sodium à l'intérieur des cellules qui vont en fait aller par l'intermédiaire des ouvertures qu'on appelle des gaps entre les cellules et qui va permettre en fait le passage des ions Na+ vers la cellule d'après. Donc la cellule voisine, elle n'a pas besoin de stimulus, juste la rentrée de ces ions Na+ à l'intérieur. Ils vont faire en sorte que la différence de potentiel est jusqu'à la valeur du seuil, la valeur qu'on appelle seuil potentiel, hein, qui est à moins de 70 millivolts et qui vont permettre à l'ouverture des canaux des canaux de sodium. Et on a en fait le même principe, ça veut dire une dépolarisation de la cellule suivie par la repolarisation rapide qui est due à l'ouverture des canaux de calcium, de potassium, et après les canaux de calcium qui vont équilibrer et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on aura tout le potentiel d'action au niveau de la cellule cardiaque se fait. Alors, toujours au niveau de la cellule cardiaque, le potentiel d'action qu'on a vu dans le diapo précédent, en fait, il n'est pas fixe. Il n'est pas la même forme pour toutes les cellules qui constituent le cœur. Généralement, le potentiel d'action, bien sûr, il dépend des conditions extérieures. Par exemple, la température, l'environnement ionique, bien sûr, l'oxygénation. Il dépend également si la personne prend des médicaments ou non. Et bien sûr, il dépend surtout des types de cellules spécialisées. Alors, par exemple, pour le nœud SA, il a un potentiel d'action qui a une forme triangulaire avec une phase 0 qui est lente. Alors que pour les muscles ventriculaires, ben, généralement, ils ont un potentiel d'action qui se déroule en 5 phases, comme ce qu'on a vu dans le diapo précédent. Donc, pour chaque type de cellule, on enregistre un potentiel d'action qui est différent. Et la somme de tous ces potentiels d'action nous donne là, le signal ou le diagramme ECG. Au niveau du tissu cardiaque, alors imaginons maintenant qu'on a en fait le cœur et on va essayer de prendre une partie de tissu cardiaque, disons qu'on va prendre une partie de l'apex et on va essayer de voir comment le signal électrique
se forme à l'intérieur de ce tissu. Alors imaginons que ce tissu, donc bien sûr, est formé par des cellules qui sont bien sûr polarisées, ça veut dire une charge négative à l'intérieur. Et imaginons maintenant, alors tout à l'heure, dans le diapo précédent, on a mis deux électrodes, un à l'intérieur et un à l'extérieur. Maintenant, hein, imaginons qu'on va mettre deux électrodes, un à gauche, on appelle cette électrode A qui est négative, et l'autre électrode qui est positive, on l'appelle B. Et on va relier ces deux électrodes avec un galvanomètre qui va nous servir à mesurer, hein, la différence de potentiel entre les deux électrodes. Alors au début, lorsque le tissu qui est formé par des cellules, elle est polarisée, si on essaie de mesurer le signal électrique entre les deux électrodes, bah, généralement on mesure une différence de potentiel qui est négative, qui est zéro. Il n'y a pas de différence de potentiel entre les deux parce que tout simplement on a des cellules sont polarisées. Alors imaginons maintenant que ce bout de tissu reçoit un signal, un stimulus, qui généralement il arrive du nœud sinusal, le pacemaker. Alors une fois il reçoit ce signal, ben, les cellules à l'intérieur de ces tissus ils vont dépolariser et le déplacement de ce signal électrique qui, qui forme ce qu'on appelle une dépolarisation des cellules. Donc on a des charges positives qui vont se déplacer, hein, de A à B. Donc c'est des charges positives qui vont aller vers B, c'est-à-dire en direction de la charge positive. Donc le signal qu'on mesure, ça va être un signal qui est positif. Disons une valeur qu'on mesure autour de 20 millivolts. Alors imaginons maintenant que on a toujours dans le même tissu, on a deux électrodes, un négatif A et un autre positif B. Et pareil, on va essayer de faire la lecture de ce qui se passe à l'intérieur de ce tissu. Alors, imaginons maintenant qu'on a le stimulus, il arrive dans le côté B. Donc un stimulus, bien sûr, du pacemaker, qui va faire en sorte que les cellules à l'intérieur de ces tissus, ils vont être polarisées. Ça veut dire que la charge positive, il va aller dans ce sens. Ça veut dire ils vont aller de B vers A, c'est-à-dire des charges positives qui vont aller en direction négative. C'est-à-dire ce qu'on mesure, c'est un signal, hein, c'est un signal sur galvanomètre, c'est un signal qui est négatif, disons qui est autour de moins 20 millivolts. Alors, une fois que le tissu est dépolarisé, si on met pareil deux électrodes des deux côtés de ce tissu et on relie ces deux électrodes à un galvanomètre, alors généralement ce qu'on va mesurer, puisque le signal, ou plutôt le tissu est dépolarisé, on va mesurer un signal hein, qui est, qui est nul. C'est-à-dire pas de signal parce que, hein, le tissu elle est dépolarisée. Alors une fois que ce tissu commence à avoir ce qu'on appelle la repolarisation, ça veut dire une charge négative qui se forme. Disons que la dépolarisation commence de côté A. Donc on a les cellules, ils vont revenir à leur état initial qui est dépolarisé. Hein, ça veut dire polarisé. Ça veut dire les cellules à l'intérieur, elles vont être négatives. Donc les charges négatives, elles vont se déplacer dans le sens de A à B. Et si on mesure en termes si on utilise ce galvanomètre pour mesurer cette différence de potentiel entre deux électrodes, donc on a les charges négatives qui vont se déplacer de A à B, donc négatif vers le positif, donc c'est un signal qui est négatif. Et supposons maintenant pareil que la différence de potentiel est autour de moins 20 millivolts.
Alors, dans le cas où on a un tissu qui est épais, alors un tissu qui est épais, qui est formé par disons que deux fois le tissu qu'on a utilisé en haut, ça veut dire lorsqu'on a un signal de différence de potentiel qui est autour de 20 millivolts. Alors dans ce cas-là, pareil, on va mettre deux électrodes, un négatif à A et un positif sur la partie B, et on relie ces deux électrodes à un galvanomètre. Et pareil, donc on a des charges positives qui se forment, ça veut dire une sorte de dépolarisation suite à un stimulus qui arrive. Pareil, du stimulus qui arrive du pacemaker, le nœud sinusal. Alors cette formation de charge, il va se déplacer pareil, ce qu'on a vu en haut, c'est-à-dire de A à B, c'est des charges positives vers positif, c'est-à-dire c'est un signal qui est positif. Et puisque le tissu est deux fois plus épais, ben maintenant on va mesurer quelque chose qui est autour de deux fois la différence de potentiel, qui est autour, disons que 40 millivolts. Alors pour résumer, toujours lorsqu'on a une dépolarisation ou une sorte de dépolarisation qui arrive sur un tissu, lorsque le déplacement se passe par exemple de A à B, lorsqu'on a des charges positives vers positif, ça nous donne un signal qui est positif. Lorsque le déplacement de charge de positif vers négatif, c'est un signal qui est négatif. Lors de la repolarisation, ça veut dire une sorte de polarisation des cellules, ça veut dire revenir à l'état normal avant la dépolarisation. Une fois la cellule dépolarisée ou repolarisée, il devient négatif à l'intérieur. Donc un déplacement de charge négatif vers positif, donc c'est un signal qui est négatif. Et pareil, hein, lorsque les charges à l'inverse, par exemple, si les charges se forment ici, de ce côté-là, négatif, c'est-à-dire devient polarisé, et ces charges positives, négatives, et partent de ce sens, d'accord? Donc c'est des charges négatives vers négatives, donc c'est un signal qui est positif, hein, disons plutôt de plus 20 millivolts. Par contre, lorsque le tissu est épais, bah dans ce cas-là, on a plus de charges qui vont être déplacées parce qu'on a plus de cellules, donc on a plus de différence de potentiel. Alors si par exemple on a le double de tissu qu'on a travaillé avec, maintenant lorsque les charges positives se déplacent vers B, c'est positif vers positif, donc c'est deux fois la différence de potentiel qu'on va mesurer, donc généralement on mesure autour de plus 40 millivolts. Alors, toujours au niveau du tissu cardiaque, on a en fait deux types de cellules qui caractérisent le cœur et généralement elles donnent un signal ECG qui est différent. Et ceci en fait elle est due à la composition de ces deux types de cellules. Alors, le premier, on a le nœud auriculo-ventriculaire qui est constitué par des petites cellules, hein, des petites cellules. La connexion, bien sûr, entre ces cellules elles sont peu nombreuses. Et bien sûr, elle se caractérise par un potentiel de repos qui est modéré, donc autour de moins 60 millivolts. Et la dépolarisation cellulaire des cellules qui constituent le nœud AV et dépend de canaux calciques qui sont caractérisés par le fait qu'ils donnent un signal qui est long. Alors le nœud AV, généralement, le signal qu'on enregistre une fois le signal électrique arrive à cette partie, ben, on enregistre un signal qui est silencieux. Donc c'est un signal qu'on voit pas généralement sur le CG. Et ceci, bien sûr, il est dû à ces caractéristiques des cellules qui composent le nœud AV. Alors que pour le fibre, le myofibre du Purkinje, et en fait, c'est des cellules qui sont larges, hein, qui sont larges. La connexion intercellulaire, il est nombreux. On a plusieurs connexions entre les cellules. Le potentiel de repos, il est fort.
elle est plus électronégative que le potentiel de repos du nœud AV. Donc on enregistre autour de moins 90 millivolts. La dépolarisation cellulaire des cellules qui constituent le Purkinje, elle dépend des canaux sodiques. Donc ils donnent un signal qui est rapide, hein. Donc un signal rapide, relativement plus rapide que le signal qu'on enregistre avec les autres cellules qui constituent le cœur. Au niveau du cœur entier, le cœur est assimilé à un dipôle unique pendant les phases de dépolarisation et de repolarisation. Donc le myocarde, c'est la partie véritablement active du cœur et elle est constituée bien sûr de cellules musculaires myocardiques et cellules nodales. Alors ces deux types de cellules, ils sont morphologiquement et fonctionnellement différents dans le cœur humain. Les cellules qui sont musculaires myocardiques ou qu'on appelle les cellules contractiles, elles sont responsables de la contraction du myocarde auriculo-ventriculaire, alors que les cellules nodales ou les cellules spécialisées, alors ces cellules, elles génèrent et conduisent les impulsions électriques. Alors pour le système de conduction cardiaque, généralement il est constitué premièrement par le nœud SA. Et ce nœud, c'est le pacemaker naturel du cœur. Il initie tous les battements du cœur et détermine bien sûr la fréquence cardiaque. Et bien sûr, le signal électrique a pour effet que les oreillettes se contractent. Après, on a le signal qui arrive vers le nœud auriculo-ventriculaire. Et bien sûr, c'est le seul endroit par lequel le signal passe vers la partie ventriculaire. Parce que toute cette partie-là qui sépare en fait, qui sépare les auricules au ventricule, est formée par un anneau qu'on appelle anneau fibreux qui est isolant, c'est-à-dire le seul endroit où le signal électrique peut passer, c'est par le nœud auriculo-ventriculaire. Donc ce nœud il transmet l'impulsion électrique des oreillettes au ventricule, avec bien sûr un petit délai de temps pour s'assurer que les oreillettes ont injecté tout le sang dans les ventricules, avant bien sûr qu'elles se contractent. Après, on a le tronc du faisceau de His, par lequel le signal électrique va se diviser en, en deux branches, après bien sûr un court trajet. Après, on a le réseau du Purkinje, et bien sûr par lequel le signal électrique s'étend au myocarde ventriculaire, myocarde droite et le myocarde gauche. Alors l'électrocardiogramme ou l'ECG, alors elle permet d'enregistrer les potentiels électriques générés par le cœur suite bien sûr à la contraction du muscle cardiaque à l'aide d'électrodes placées sur la peau et on verra ça en détail où on peut les placer. On n'enregistre pas l'activité bien sûr d'une seule cellule, mais de l'ensemble des cellules cardiaques. Ça veut dire on enregistre la somme de tous les potentiels d'action du myocarde. Alors le cœur, bien sûr, c'est un organe qui est automatique. Il est constitué ou il est caractérisé par un automatisme, c'est-à-dire un cœur isolé dans les conditions physiologiques optimales de perfusion, d'oxygène, hein, de pH et de température, et peut en fait continuer à battre. Alors cet automatisme est dû aux caractéristiques des cellules musculaires cardiaques qui sont de deux types, bien sûr. On a les cellules nodales qu'on a vu dans le diapo précédent, qui produisent et conduisent les impulsions, et les cellules myocardiaques qui répondent à cette excitation, si on veut, à ces impulsions par contraction. Donc, on a vu dans les diapos précédents comment on enregistre un signal électrique
d'une cellule cardiaque en utilisant deux électrodes, un à l'extérieur et un autre à l'intérieur de la cellule. Et on relie les deux électrodes, on a relié les deux électrodes à un galvanomètre. Et on a vu également comment on peut enregistrer un signal électrique d'un tissu cardiaque en mettant pareil deux électrodes des deux côtés de ces tissus. On relie les deux électrodes à un galvanomètre et pareil, on enregistre un signal électrique généré, hein, généré par ce tissu. Maintenant, on va voir comment on enregistre un signal électrique du cœur entier. Et pour faire, on va considérer qu'on a une dérivation, on va mettre une dérivation, disons, dérivation D2. Et dérivation D2, c'est une dérivation bipolaire, ça veut dire on place deux électrodes des deux côtés du cœur. Un qui est négatif, on le place sur la partie bras-droit d'un cœur, d'une personne. Et après, un électrode qui est positif, qu'on le place sur la jambe gauche. Et on relie ces deux électrodes, pareil, ce qu'on a fait avec les cellules cardiaques et le tissu cardiaque, on va les relier à un galvanomètre qui est en fait l'appareil ECG. Et on va voir ensemble comment on trace ce électrocardiogramme. Alors, la même chose de ce qu'on a vu avec le tissu cardiaque, on va maintenant considérer bien sûr que le nœud SA, elle génère un stimulus, un signal électrique. Et c'est bien sûr, c'est le pacemaker, c'est lui qui va le créer. Et une fois en fait ce signal est créé, ben, on a une sorte de charge positive, de dépolarisation qui va en fait se déplacer à l'intérieur des oreillettes. Alors on va considérer pareil qu'on a des cellules qui entourent le nœud SA. C'est des cellules en fait qui sont en fait bien sûr polarisées, ça veut dire ils ont une charge négative à l'intérieur. Et une fois ce stimulus arrive, ben, ils vont devenir quelque part dépolarisés. Ça veut dire on a une charge positive, hein, un signal électrique qui se forme et qui va en fait se déplacer à l'intérieur des oreillettes pour arriver vers le nœud AV. Et le seul endroit où le signal électrique peut passer, c'est par le nœud AV parce que la partie qui sépare les oreillettes ventriculaires, c'est une partie qu'on appelle un anneau fibreux. Hein, et cet anneau fibreux, en fait, il est isolant. Donc, le seul endroit où le signal électrique peut traverser, c'est par le nœud AV. Alors, la somme de de ce déplacement de charge vers l'électrode positif, il va aller, donc on a va aller en direction de l'électrode positif. Donc, on a une charge positive qui va aller vers l'électrode positif. Donc, c'est un signal qui est positif. Et ce signal, on l'appelle, c'est une onde de dépolarisation auriculaire. Donc, c'est une onde de dépolarisation des oreillettes. Donc, elle représente en fait l'impulsion électrique qui naît dans le nœud sinusal, hein, ou auriculaire et qui traverse les oreillettes entraînant donc leur contraction. Et la contraction donc des oreillettes, elle permet bien sûr le passage du son des oreillettes au ventricule. Alors la première des choses, c'est que en fait, on a une fois le signal arrive vers la partie AV, qui est le nœud, en fait, le nœud AV. Et le nœud AV, généralement, comme on a déjà vu, la façon comment il est fait et de quoi il est composé. Donc, il fait en fait, il nous donne un signal qui est silencieux. Hein, un signal qui est silencieux, qui est dû en fait à la composition de ce nœud. Et ce signal, on l'appelle une conduction auriculo-ventriculaire. Et ceci, en fait, ce signal qu'on appelle un signal qui est silencieux, hein, il est dû au fait, en fait, il est fait pour permettre que le son dans les oreilles se vide
complètement dans les ventricules. Donc c'est un signal qui est quasiment nul. On ne le voit pas sur le tracé ECG. Après, une fois le signal traverse la partie AV, il arrive vers ce qu'on appelle le septum interventriculaire, cette partie-là. Et bien sûr, pareil, la même chose de ce qu'on a vu avec le tissu. Donc, il est formé par des cellules qui sont en fait polarisées. Et bien sûr, une fois le signal arrive sur cette partie qu'on appelle septum interventriculaire, on a une sorte de dépolarisation de ces cellules. Et la somme de toutes ces dépolarisations va nous engendrer un déplacement de charge dans la direction de l'électrode négative. Donc, on a des charges positives qui vont se déplacer vers l'électrode négative. Donc, ça nous donne un signal qui est négatif, qui est le Q. D'accord? Et le Q, donc, c'est une dépolarisation du septum interventriculaire. Alors, pareil, le signal continue son chemin vers le réseau de Purkinje. Et pareil, donc, on a en fait, pareil, on a des cellules, pareil, des cellules qui sont polarisées, qui ont une charge négative. Et une fois le signal arrive, généralement, ce qui arrive, c'est qu'on a une sorte de dépolarisation de ces cellules et ça a créé un déplacement de charge vers la direction, de l'électrode positive. Donc, on a des charges positives qui vont en direction de l'électrode positive. Donc, c'est un signal qui est positif. Et ce qu'on regarde sur le tracé ECG, c'est en fait la bande R. Après le signal, bien sûr, il continue son chemin qui entoure la partie ventricule. Et bien sûr, après, la même chose, on a des cellules qui entourent, les ventricules. C'est en fait des cellules qui sont bien sûr cellules cardiaques polarisées. Et une fois le signal arrive vers ces cellules, ils vont être dépolarisés, bien sûr. Et cette dépolarisation, elle va créer un déplacement de charge sur la direction, des charges positives qui vont diriger vers la partie négative. Donc, c'est un signal qui est négatif, qui est en fait, il nous donne la bande S, qui est en fait la dépolarisation ventriculaire terminale. Donc, je répète, donc on a une fois le signal arrive sur la partie ventricule, premièrement, on a la partie du septum ventriculaire. Après, dépolarisation ventriculaire basale. Et le dernier partie, c'est S, qui est la dépolarisation ventriculaire terminale. Et les trois en fait bandes, le QRS représente le complexe QRS qui est le complexe de dépolarisation ventriculaire. Donc on a vu comment on enregistre l'électrocardiogramme, surtout pour la bande Pi QRS, en mettant deux électrodes, un négatif sur la partie sur le bras droit et un positif sur le bras gauche, et comment on peut en fait enregistrer un électrocardiogramme. Et maintenant en fait, chaque fois qu'on a une dépolarisation, elle est suivie par la repolarisation. C'est-à-dire, lorsqu'on a vu qu'il y a une dépolarisation auriculaire, elle est toujours suivie par une repolarisation. C'est juste sur le CG, on ne voit pas la repolarisation auriculaire parce que la bande QRS, elle le cache. Elle cache cette repolarisation. Par contre, pour la repolarisation ventriculaire, on peut la voir sur le CG.
Et généralement, comment cette repolarisation se fait? Ben, généralement, lorsque en fait, on a les cellules qui composent le tissu cardiaque au niveau du réseau de Purkinje. Alors, une fois elle est en fait dépolarisée, ça veut dire qu'on a une charge toujours de ces cellules qui composent les cellules cardiaques qui sont dépolarisées, qui portent une charge positive. Alors, une fois le signal de repolarisation commence, ben, on a ce qui arrive, c'est qu'on a en fait la repolarisation. Ça veut dire que les cellules redeviennent polarisées, c'est-à-dire on a une charge négative qui va se former à l'intérieur de ces cellules. D'accord? Ça veut dire qu'on a les charges qui étaient en fait dépolarisées, qui portent une charge positive, maintenant ils deviennent négatifs. Et la somme de toutes ces charges, ils vont en fait diriger vers des charges négatives qui vont être dirigées vers l'électrode négative. Et ça forme la bande T, qui est en fait l'onde de repolarisation ventriculaire. Donc, toujours pour l'électrocardiogramme et le signal électrique généré par le cœur entier, bah, et toujours en utilisant en fait, la dérivation D2, ça veut dire on met un électrode qui est négatif sur le bras droit et un électrode positif sur la jambe gauche ou le pied gauche. Et généralement, en fait, le signal ECG qu'on enregistre est la suite. En fait, on a en fait le pi qui correspond en fait en fait à la dépolarisation auriculaire. Le QRS, en fait, c'est le complexe de dépolarisation ventriculaire. Et le T, en fait, c'est en fait l'onde de repolarisation ventriculaire. Alors, je répète, pour l'onde P, du point de vue électrique, c'est une onde de dépolarisation des oreillettes, mais du point de vue physiologique, c'est une contraction des oreillettes et éjection du sang dans les ventricules. Par contre, pour l'espace PQ, du point de vue électrique, c'est le temps de conduction des oreillettes au ventricule. Du point de vue physiologique, c'est le passage du sang des oreillettes au ventricule. Pour le complexe QRS, de point de vue toujours électrique, c'est une onde de dépolarisation des ventricules. Et physiologiquement parlant, c'est une contraction des ventricules et éjection du sang dans les artères pulmonaires et l'aorte. Alors, et dernièrement, donc, l'onde T, c'est une repolarisation des ventricules du point de vue électrique. Et physiologiquement parlant, c'est une phase de repos des ventricules. Alors pour le CG, donc c'est l'axe des X, c'est le temps,
et l'axe des Y, c'est le voltage. Alors, pour ce qui est de dérivation, en fait, le nombre de dérivations qu'on utilise, elle est de 12. Il y a en fait des dérivations qu'on appelle des dérivations standards polaires, D1, D2 et D3. Et on dit dérivation bipolaire, ça veut dire on peut l'utiliser en utilisant en fait deux électrodes, un qui est positif et l'autre est négatif. Par exemple, pour le D1, on met l'électrode sur le bras gauche et le bras droit, on met l'électrode négative. Pour la dérivation des deux, donc on met l'électrode positif sur la jambe gauche et l'électrode négative sur le bras droit. Et pour D3, ben, on utilise l'électrode, on le place sur la jambe gauche et l'électrode négative sur le bras gauche. Alors que pour les dérivations unipolaires, on a trois. On a AVR, AVL et AVF. A, ça veut dire augmented, ça veut dire c'est augmenté ou amplifié. Et généralement, on relie l'électrode. Un électrode, on le place vraiment sur la partie concernée sur le corps, et l'autre, en fait, il est amplifié par l'appareil. Donc, on a trois électrodes, AVR, AVL et AVF. Plus, on a encore des 6 autres dérivations unipolaires du thorax qu'on appelle des dérivations tricordiales. Donc le nombre de dérivations, c'est en fait, on a 12 dérivations. Et en fait, le rôle de ces dérivations, on peut en fait, d'une façon simplifiée, on peut considérer que chaque dérivation est une sorte de caméra qu'on la place à l'intérieur, en fait, des côtés du cœur. Et on essaye d'enregistrer le fonctionnement de chaque partie du cœur. Donc, ce sont des dérivations qu'on l'entoure en fait autour du cœur pour comprendre comment ou s'il y a un problème au niveau de transfert ou au niveau de propagation de ce signal électrique à l'intérieur du cœur. Et en augmentant, on peut aller même rajouter 6 autres dérivations pour avoir plus de détails du signal électrique qui est formé à l'intérieur du cœur. Alors, du point de vue biophysique, ce qui nous intéresse vraiment, c'est vraiment comment le signal électrique est généré, comment il se déplace à l'intérieur du cœur. C'est tout ce qu'il faut en fait comprendre. Voilà, merci et à la prochaine vidéo.